Bonjour Frère Lumière, bonjour Sœur Étoile. Aujourd'hui, une présentation générale de l'analyse transactionnelle, une des méthodes psychologiques que j'apprécie le plus par sa simplicité, son aspect pratique. Alors, je vais le faire essentiellement à partir de ce livre, tout petit livre de Simone Mortera et Olivier Nage. Voilà, mais évidemment que tu as une littérature profusionnelle, je ne sais pas si on le dit, à propos de l'analyse transactionnelle. Je te montre simplement quelques livres comme ça pour l'exemple. On en apprend à travers chacun. Voilà, tu vas dans une bibliothèque, dans une librairie et tu trouves tout ce qu'il faut pour avoir l'information sur cette méthode vraiment très intéressante. Alors, dire tout d'abord que l'analyse transactionnelle a été créée par Eric Berne en 1910. Eric Berne avait un père médecin qu'il a perdu à l'âge de 9 ans et une mère écrivain. Les deux l'ont inspiré à leur façon. En 1935, Eric Berne devient médecin, comme son père l'était. Et en 1940, il est psychiatre, psychanalyste. Alors il va poser sa candidature à l'Institut de psychanalyse, mais il ne sera pas retenu. Et cet événement va être fondateur de son souhait de créer sa propre école, puis ses propres théories. Et ce sera chose faite en 1957. En 1964 paraît son premier livre, en anglais Games People Play, en français Des jeux et des hommes, alors que la théorie est vraiment aboutie à présent. Il mourra en 1970, Eric Berne, l'année de parution d'un autre livre. Que dites-vous après avoir dit bonjour? Autour d'Eric Berne s'est constitué tout un groupe de personnes qui vont développer ses propres recherches, ses propres théories dans des directions multiples et variées, vraiment toutes intéressantes. Alors, quelles sont les valeurs fondamentales de l'analyse transactionnelle? J'essaye de te le mettre de manière à ce que ça ne luise pas, ce qui n'est pas toujours évident. Voilà, tout être humain est OK. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout être humain, pour Eric Berne, est bon, bien et acceptable. Alors bien sûr, ce qui est acceptable, c'est d'être en colère, par exemple. Mais ce qui n'est pas acceptable, c'est de taper sur quelqu'un parce qu'on est en colère. Eric Berne prenait souvent la métaphore du prince et du crapaud, ou du crapaud et du prince, sachant que tout homme, selon les conditions dans lesquelles il a été élevé, les circonstances de sa vie, peut s'avérer être un crapaud, mais qu'au fond de chacun sommeille un prince qui n'attend que de se révéler. Seconde valeur fondamentale, nos vies, notre vie, repose sur nos décisions. Alors, quel que soit l'environnement que l'on a eu quand on était enfant, quels qu'aient été nos parents, quelle qu'ait été la pression sociale autour de nous, ça n'est pas tant ce que nous avons vécu qui est important pour Eric Berne que ce que nous en avons compris et ressenti. Et surtout, au-delà de ça, ce qui est important, c'est les décisions que nous avons prises à partir de tous les événements que nous avons rencontrés quand nous étions petits. Nous avons pris des décisions en ce qui concerne la manière de diriger notre vie. C'est pourquoi nos misères psychologiques actuelles sont dues à nos décisions prises ailleurs et autrefois. L'aspect fondamental de l'analyse transactionnelle est de postuler que chacun est responsable de ce qu'il fait, du monde qu'il crée et de ses comportements en fonction de ce qu'il décide. La troisième valeur fondamentale qui en découle, c'est que notre bien-être et notre croissance personnelle passent par le changement de ce qui ne nous convient plus, le changement de ce qui ne nous convient plus. Eric Berne dira, au lieu de vous plaindre de vos anciennes décisions, changez-les. Alors, l'analyse transactionnelle répond
en son départ à la question « Qui suis-je » Et à la question « Qui suis-je » l'analyse transactionnelle va répondre par « Je suis 3 états du moi ». Tu as déjà probablement entendu parler de ça, l'état parent, l'état adulte, l'état enfant. Voilà. Un exemple pour illustrer ces 3 états, je suis en train de travailler dans mon bureau, un collègue est proche de moi, et puis j'ai toute une pile de dossiers sur ma table que je vais consulter, puis arrive le collègue de travail, et puis il prend un des dossiers, et ça me fait bondir parce que j'ai besoin que tout soit en ordre, et je lui dis « Mais arrête, qu'est-ce que tu fais ?» Et puis devant l'air penaud de mon collègue, qui est tout désolé en fait d'avoir pris le dossier, il n'avait pas fait attention, j'éclate de rire. Bon, eh bien, en fait, je suis passé à travers ces événements par les 3 états du moi qu'observe l'analyse transactionnelle. Dans un premier temps, j'étais dans mon état adulte, pendant que je travaillais tout simplement. Dans un deuxième temps, quand j'ai réagi à ce que faisait mon collègue, je suis passé dans mon état parent. Et puis, voyant que mon collègue, en fait, n'était pas vraiment dans une intention malveillante, j'ai éclaté de rire à ma propre réaction. Et là, je suis passé dans mon état du moi enfant. Un état du moi est défini comme un système cohérent de sensations, de sentiments et de pensées accompagné d'un ensemble de comportements correspondants. Le principe interne. Notre parent est issu des personnages parentaux en fonction des personnes réelles qui nous ont influencés dans notre enfance. Quand nous sommes dans notre parent, nous sentons, nous pensons et nous nous exprimons en fonction de ce que faisaient nos propres parents lorsque nous étions plus jeunes. Autorité, protection, valeurs, façon de faire, en gros, la norme. Alors, notre adulte, affirmé à partir de la 12e année, un guère avant, nous permet d'objectiver l'environnement, de distinguer la réalité interne et externe, de recueillir et produire de l'information, de comparer, de choisir, décider et prévoir. Là, j'ai mis les mots clés, information, expérience, logique. Tout comme pour le parent, tu avais autorité, protection, valeur. Et l'enfant, notre enfant, c'est le petit garçon ou la petite fille que nous avons été avant 6 ans et qui est resté en nous. Aujourd'hui, c'est le monde de nos sensations, sentiments, plaisirs, création, intuition, joie, pulsion. Alors, les états du moi, comment ça fonctionne? Et là, on va faire un zoom sur chacun des états du moi et voir qu'ils se subdivisent en sous-états. Le premier état du moi, et là je vais mettre, pour associer le geste à la démonstration, je vais mettre un masque. Je vais être dans l'état du moi parent. Voilà. Hop. Qu'est-ce que c'est l'état du moi parent? Si je zoome d'un petit peu plus près, j'ai un moustache qui remonte. C'est pas grave. C'est un parent original. Alors, supposons que je surprenne mon enfant dans le placard à confiserie en train de prendre je ne sais trop quoi. Et j'arrive et je passe dans mon état du moi parent et je lui dis normatif, puisque le premier sous-aspect du parent, c'est le parent normatif. Si je suis dans mon état du moi parent normatif positif, puisque j'ai à chaque fois positif ou négatif, je vais lui dire par exemple, je ne suis pas d'accord que tu prennes des confiseries. Si je suis dans mon état du moi parent nourricier, cette fois-ci, un autre sous-aspect du parent, mais positif, je vais lui dire par exemple, je ne suis pas d'accord, tu vas être malade. Parce que l'état du moi parent nourricier, en fait, prend soin. L'état du moi parent normatif dit la norme, l'état du moi parent nourricier prend soin. Si je suis dans mon état maintenant parent normatif négatif, peut-être je vais donner un coup de pied pendant que mon gamin
à la tête dans le placard à confiserie, je lui donnais un coup de pied, ce qui n'est pas terrible, c'est pour ça que c'est négatif. Et si je suis dans mon état du moi parent nourricier, j'ai dit normatif avant j'espère, hein, ici nourricier négatif, je vais peut-être lui dire, allez, sois gentil, arrête de manger, je t'offrirai autre chose. Voilà pour le zoom sur l'état du moi parent nourricier normatif. Un zoom maintenant sur l'état du moi adulte. Je change de masque, je change de moi. Le zoom sur l'état du moi adulte, c'est pas vraiment distingué de quoi que ce soit. C'est en soi un état du moi, mais qui peut avoir aussi un état du moi adulte négatif. C'est-à-dire si je suis trop dans mon adulte, j'assèche un petit peu la situation, ma communication avec les autres, ma relation avec les autres. C'est pour ça qu'il est bon qu'existe aussi un état du moi enfant qui va se subdiviser en plusieurs sous-aspects, dont un état du moi enfant libre. Alors l'état du moi enfant libre, c'est vraiment le réservoir des besoins, des sensations et des émotions. C'est la partie, cet état du moi enfant libre, la plus spontanée. C'est le plaisir. Je fais ce que je veux, ce qui me plaît. Au niveau verbal, c'est des mots comme j'aime, j'ai envie, je fais ce que je veux. Et au niveau non verbal, ça peut être des rires, des pleurs, des cris, des bons. Alors ça, c'est le bon côté de l'enfant libre. Il peut y avoir un mauvais côté, bien sûr, qui peut s'exprimer comme j'ai envie de faire un solo de batterie à 4 heures du matin alors que j'habite un immeuble. Et bien sûr que là, c'est problématique. Maintenant, il y a aussi un état du moi enfant créateur, qu'on appelle aussi le petit professeur ou l'intuition. C'est la partie de moi qui observe et qui dit chic, j'ai une idée, et si, et même en tant qu'adulte, on continue d'avoir cet enfant créateur qui vit en nous, il peut avoir un aspect très négatif et manipulateur, cet état du moi enfant créateur. Par exemple, on peut dire qu'un enfant sait très tôt comment faire pour obtenir son biberon, la présence de sa mère ou encore désamorcer les interdits pour regarder la télévision plus longtemps. Au départ, l'enfant agit par intuition pour satisfaire les besoins de l'enfant libre et les exigences du père et de la mère. C'est tout un calcul, une observation. Puis cette forme de manipulation devient de plus en plus consciente et par le système D, nous trouvons les moyens de satisfaire le besoin de l'enfant libre et les valeurs de notre parent et ou celui de l'autre. Voilà. Alors, un petit récapitulatif, je ne sais pas si tu vas pouvoir le voir. Tiens, je le mets là. Hein, voilà, il y a les états du moi, parent, avec les subdivisions. Là, le parent normatif s'appelle le parent critique, ça n'a pas d'importance. Ici, l'état du moi adulte, et en bas, l'état du moi enfant et ses subdivisions. D'ailleurs, il me reste à compléter l'état du moi enfant et ses subdivisions en abordant maintenant l'enfant adapté, qui peut être rebelle ou soumis. Alors prenons, et positif ou négatif, prenons d'abord l'état du moi enfant adapté. Alors adapté parce qu'en fait, ça décrit comment je réagis en fonction de ce que je crois que l'autre veut de moi. Et je peux réagir de manière soumise, mais positive, c'est-à-dire que tous les processus d'apprentissage demandent de moi que, d'une certaine façon, je sois suffisamment adapté et souple pour que le processus d'apprentissage puisse se faire. Maintenant, il y a évidemment un état du moi enfant adapté soumis qui peut être négatif servile. Mon patron me demande quelle heure il est et je lui réponds l'heure que vous voulez, monsieur le président. Bon, c'est une caricature, mais néanmoins, on voit bien à quoi ça peut correspondre. Maintenant, il y a aussi un état du moi enfant adapté, rebelle et positif, parce que parfois, il faut savoir s'affirmer, il faut savoir dire non. Ouais, c'est comme ça que beaucoup de progrès sociaux se sont faits également, mais dans notre vie, il y a des étapes où il faut savoir dire non. Et puis l'état enfant adapté, rebelle négatif, si je dis non à tout et tout le temps, rien n'évolue jamais. Bien, passons à pourquoi l'analyse transactionnelle
s'appelle l'analyse transactionnelle parce qu'elle observe les transactions de nous à l'autre, de l'autre à nous, et comment s'opèrent ces transactions. Lorsque nous sommes en échange, c'est 3 états du moi qui communiquent avec 3 états du moi. Ça fait 6 états du moi. Il y a alors différents cas de figure. Si l'état du moi auquel je m'adresse me répond, nous sommes dans une transaction complémentaire. Je te mets l'illustration. Peut-être ici, ça brille moins. Voilà. Quelle heure est-il? Je demande à mon collègue. Il est 10h30, me répond-il. Je viens d'avoir une transaction de l'adulte à l'adulte. Objective, neutre. Un autre exemple. Ah mon pauvre monsieur, si vous savez ce que les jeunes ont fait devant chez moi hier soir. Et la réponse, ah oui, de mon temps, il y avait du respect. En fait, je viens d'avoir une transaction du parent au parent. Hein. Tu as certainement reconnu en fonction des informations que je t'ai données préalablement sur ce que représente l'état du moi parent normatif. Un autre exemple. Ah, je me boirais bien un petit café. L'autre. Oui, et moi, je boirais bien une bonne bière. Alors là, tu as pu reconnaître probablement la transaction entre 2 états du moi enfant. Transaction complémentaire dans ce cas-là. Ça peut aussi être en diagonale. Je dis par exemple à mon collègue, c'est difficile, je n'y arriverai jamais. Donc tu vois que ce qui s'exprime, c'est l'enfant vers le parent du collègue. Mon enfant vers le parent du collègue. Et mon collègue me répond, laisse, je vais le faire à ta place. Mon collègue prend la posture que j'appelle le parent et il répond à mon enfant. Voilà. Donc, les transactions complémentaires sont complémentaires par nature et elles peuvent durer. Par contre, il y a une autre mode de transaction possible qui est transaction croisée. Exemple, il reste 3 dossiers à traiter, me dit mon collègue. Je lui réponds, ah non, on ne va pas rester jusqu'à ce soir. Qu'est-ce qui vient de se passer? Mon collègue m'a parlé depuis son état du moi adulte vers mon état du moi adulte. Je lui ai répondu depuis mon état du moi enfant vers son état du moi parent. Et cela a fait croiser la transaction, ce qui va avoir pour effet probablement de mettre fin à la communication. Un autre troisième exemple, troisième type de transaction possible, ce qu'on appelle les transactions cachées ou à double fond. À double fond parce qu'en fait, elles font référence à la valise de contrebandier dans laquelle il y a une couche superficielle avec des vêtements et je ne sais pas quoi. Puis dessous, il y a les éléments de contrebande. Alors, et à ce moment-là, en correspondance avec la transaction cachée en analyse transactionnelle, on va voir qu'il y a un niveau social clairement dit et un niveau psychologique sous-entendu. Exemple, mon collègue, comment êtes-vous, ou mon patron, comment êtes-vous arrivé à ce résultat? Sous-entendu, cela me semble nul, vous ne savez pas faire. Et je réponds, j'ai oublié la formule que vous m'avez donnée. J'ai utilisé, pardon, la formule que vous m'avez donnée. Sous-entendu, tu n'as pas intérêt à me coincer. Qu'est-ce qui s'est passé? Mon collègue ou mon patron a parlé apparemment à l'adulte en moi et je lui ai répondu apparemment depuis l'adulte vers son adulte. Mais de manière sous-jacente, il y a eu un dialogue, sous-entendu, cela semble nul, vous ne savez pas faire. Là, c'était le parent qui s'adressait à mon enfant et mon enfant répondait, t'as pas intérêt à me coincer, c'est mon enfant qui répondait à son parent. Donc, il y a la dimension extérieure, sociale, visible, et puis il y a une dimension psychologique intérieure, invisible. C'est pour ça que la transaction est cachée, et c'est souvent la base d'ailleurs des jeux de rôle dont on va parler un petit peu plus loin, qui sont toujours quasiment négatifs. Une notion que je vais aborder rapidement pour ne pas faire une vidéo trop longue, mais une notion centrale de l'analyse transactionnelle, c'est la notion de besoin. On a tous des besoins. Dès qu'on est né, dès qu'on arrive dans ce monde, on a besoin d'être nourri,
On a besoin évidemment de respirer, puis on a besoin d'être touché. On sait que les enfants qui ne sont pas touchés ne vont pas se développer de la même manière que les enfants qui sont caressés, qui sont vraiment pris en compte au niveau physique et psychologique. Alors, les 3 besoins qu'a repéré l'analyse transactionnelle, 3 besoins principaux, c'est le besoin d'être reconnu, le besoin de structurer son temps et le besoin de se positionner par rapport aux autres. Le besoin d'être reconnu, c'est ce qu'on appelle les signes de reconnaissance, qui sont absolument nécessaires tout au long de notre vie. Et l'analyse transactionnelle distingue les signes de reconnaissance inconditionnels, les signes de reconnaissance conditionnels, et puis inconditionnels ou conditionnels, positifs ou négatifs. Donc les signes de reconnaissance inconditionnels, c'est réfère à l'être, alors que les signes de reconnaissance conditionnels réfèrent au faire. Un exemple de signe de reconnaissance inconditionnelle qui réfère à l'être, c'est « je t'aime ». Tu es une personne fiable, tu es compétent. Un exemple de signe de reconnaissance conditionnelle, donc lié au faire, ça serait « j'apprécie ton travail, ton compte-rendu est excellent, tu as fait preuve de sang-froid ». Maintenant, il va y avoir des signes de reconnaissance inconditionnelle négatifs du genre « tu es bête, je te déteste ». Et il y a aussi des signes de reconnaissance conditionnels négatifs « ton travail est à peine médiocre, tu t'es mal comporté dans cet entretien. Je n'apprécie pas l'attitude que tu viens d'avoir. » Alors, la règle, c'est que les signes de reconnaissance positifs sont utiles pour ancrer et développer la confiance en soi. Les signes de reconnaissance positifs, qu'ils soient inconditionnels ou conditionnels. Mais les plus forts sont bien sûr les signes de reconnaissance inconditionnels, parce que ça gratifie l'être jusqu'au tréfonds de lui. Maintenant, les signes de reconnaissance conditionnels négatifs sont aussi indispensables. Ils nous donnent des critères pour progresser ou sortir des illusions. Il faut qu'on nous dise si ce que l'on fait est valable ou pas. Ce qui n'est pas valable, c'est les signes de reconnaissance inconditionnels négatifs. Ceux-là sont à proscrire. Je te déteste, tu es bête, c'est à proscrire. Il faut s'exercer d'ailleurs, nous dira l'analyse transactionnelle, à émettre toujours plus de signes de reconnaissance positifs que de signes de reconnaissance négatifs, parce qu'un seul signe de reconnaissance négatif a besoin d'être compensé par beaucoup de signes de reconnaissance positifs. Voilà, alors il y a le besoin de se positionner aussi, dès la petite enfance, vers 8 mois, l'enfant repère dans le miroir un sage ne repérerait pas que c'est lui qui le voit lui-même en tant que sage. L'enfant commence à voir qu'il est un être à part entière devant le miroir et il essaye de se positionner, de se comprendre. Ça va continuer tout le long de notre vie, mais dans la petite enfance va se mettre en place un positionnement en OK+, OK-, décrit le langage de l'analyse transactionnelle. Alors un exemple, c'est je viens de perdre un match de football, comptant pour la finale. Par rapport à cet échec, je peux penser que mes coéquipiers sont de bons joueurs et que nous avons perdu le match parce que j'étais mauvais. Ça, c'est OK+ pour mes coéquipiers, OK- pour moi. Mes coéquipiers sont mauvais et nous avons perdu le match malgré que je sois bon. Là, j'attribue aux autres OK- et à moi OK+. Mes coéquipiers et moi-même sommes mauvais et en plus l'arbitre a été partial. Là, je mets un moins à tout le monde, OK-. Ou alors l'exemple de mettre un plus à tout le monde, ce qui est la meilleure version. L'autre équipe a bien joué, nous aussi. Ils ont été meilleurs, mais nous avons repéré nos points faibles et nous pouvons les positiver. Voilà. Alors, il faut dire aussi que donc, le positionnement dans l'un ou l'autre de ces cadrans, OK+, OK-, avec toutes les variables, donc peut être variable selon les moments, le contexte, les personnes concernées. Toutefois, nous avons une position de vie de base qui va induire nos comportements, nos attitudes, notre histoire de vie. Il convient de se situer inconditionnellement dans un plus pour rester dans une perspective de développement et de croissance. On comprend bien pourquoi. Le troisième besoin analysé par l'analyse transactionnelle, c'est le besoin de structurer son temps. Et est énoncé le retrait. Je suis seul avec moi-même, en balade, en méditation, en rêverie. Je peux faire cela même en présence des autres. J'occupe mon temps de moi à moi.
Le rituel, alors ça c'est tous les usages sociaux, quand on se rencontre et on s'embrasse par exemple, tous les codes sociaux ritueliques. Le passe-temps, c'est je passe du temps avec les autres, quelle que soit l'activité, on échange des opinions. L'activité par contre, ce qui importe, c'est ce que nous faisons. Je suis avec toi pour le match de foot par exemple, je suis avec toi pour faire une partie de tarot. Les jeux psychologiques, maintenant, c'est un mode de communication qui comporte un piège et un résultat négatif. On va étudier ça juste après. Et l'intimité, c'est un échange sincère, authentique, où les sentiments sont partagés, mais l'intimité dure peu, parce que tout de suite va revenir tous les mécanismes plus complexes. Alors les jeux psychologiques, qui sont vraiment une partie centrale et la plus intéressante de l'analyse transactionnelle, un jeu psychologique, c'est une situation répétitive avec le sentiment de ne rien pouvoir y changer. La communication se termine avec un sentiment désagréable, voire dramatique. Exemple, une salle d'attente, moi je suis assis, une personne arrive, et il ferait qu'il fait chaud dans la pièce, la personne dit « Oh, qu'est-ce qui fait chaud dans cette pièce ?» Je me lève pour ouvrir une fenêtre. À peine j'ai fait cela, que la personne me dit « Mais arrêtez, vous allez me faire prendre mal. » Voilà, qu'est-ce qui s'est passé? C'est vraiment un jeu psychologique, un jeu de rôle qu'on va observer d'un petit peu plus près. Alors, il s'est passé une série de transactions cachées avec un point faible, aboutissant à un bénéfice bien caché, mais bien défini. La formule, c'est appât plus point faible égale une réponse, puis un coup de théâtre, puis un moment de confusion et un bénéfice négatif. Je vais te prendre un autre exemple. Je suis avec un ami, on discute dans la rue, il me parle de sa femme et il me dit que je ne sait pas faire la cuisine. Alors je lui dis, achète-lui un livre de cuisine. Et puis peut-être comme ça, elle cuisinera mieux. Alors il me dit, mais non, bah, tu sais, ma femme, quand elle ouvre un livre de cuisine, c'est encore pire. Alors je lui dis, écoute, paye-lui un stage de cuisine. Il me dit, non, c'est absolument impossible ce genre de choses. Elle va tout casser chez moi. Alors, demande à ta mère de lui apprendre. Ah non, ma femme et ma mère, c'est l'enfer. Non, laissons ça. Alors, je lui dis, apprends toi-même, fais toi-même la cuisine. Et, dis donc, t'es sympa, toi, quel ami tu parles? Eh bien, on vient d'être dans un jeu de rôle, dans un jeu psychologique, avec toute cette formule, appât plus point faible, égale réponse, coup de théâtre, moment de confusion, et bénéfices négatifs. Le déroulement du jeu, c'est ceci exactement si on le prend plus dans le détail. Quelqu'un fait une traduction à double fond. Une transaction, tu avais compris. Ça, c'est l'attrape-nigo. Une autre personne répond au niveau apparent, social de la transaction à partir d'un de ses sentiments habituels et répétitifs, du genre culpabilité, vengeance, dépression, anxiété, honte, etc. C'est son point faible. Donc, dans le premier exemple, c'est moi ou toi, peu importe qui, va ouvrir la porte à quelqu'un, la fenêtre à quelqu'un qui vient de dire « Qu'est-ce qui fait chaud là ?» Donc, mon ami qui me dit « Ma femme ne sait pas bien faire la cuisine », je lui donne des solutions. Alors, troisièmement, les deux échangent plusieurs transactions à double fond qui peuvent durer de 30 secondes à plusieurs mois. Oui, ça peut durer toute une vie, ces jeux de rôle. Alors, nous en sommes à ceci. En quatrièmement, l'une des personnes déclenche un retournement de situation appelé coup de théâtre et change de position, obligeant l'autre à changer également de position. Le coup de théâtre peut être violent, coups, cris, claquements de porte, ou se borner à une séparation momentanée, laissant voir le niveau psychologique sous-jacent. Cinquièmement, il y a un moment de confusion. Et sixièmement, les deux personnes se séparent en emportant des signes de reconnaissance désagréables qui représentent les bénéfices psychologiques du jeu. Elles accumulent l'une vis-à-vis de l'autre des timbres, on verra juste après comment on peut entendre ça, des timbres de colère, de tristesse, de déception, de honte ou de culpabilité, qui seront liquidés un jour dans un jeu de degrés plus fort que le précédent. Alors c'est là que l'on peut introduire la notion du fameux triangle de Karpman, concepteur, un des élèves
d'Eric Berne, et puis qui a développé sa propre façon d'avoir une perspective sur ce qui se passe dans les jeux psychologiques, disant qu'il y a 3 positions possibles dans ce fameux triangle négatif: position de la victime, du persécuteur ou du sauveur. Et nous passons dans les jeux psychologiques en fait d'une position à une autre. Voilà, quand la personne qui est entrée dans la salle d'attente a dit oh, qu'est-ce qui fait chaud ici, je me suis placé en sauveteur pour la sauver, mais le faisant, en fait, cela a réanimé le persécuteur chez cette personne qui venait d'entrer, qui m'a dit mais qu'est-ce que vous vous permettez, vous allez me donner du mal, et je suis passé du sauveteur à la victime, etc., etc. On va regarder maintenant une notion, on arrive vers la fin de cette vidéo, que je ne voulais pas trop long, mais néanmoins il faut quand même amener un petit peu du matériel. La notion des émotions, avec 3 types d'émotions qui sont repérés par Eric Berne: les timbres, les raquettes et les, je ne sais plus d'ailleurs, les élastiques. Les timbres, ça consiste par exemple, je me lève le matin, je vais chercher la voiture, il n'y a plus d'essence dans la voiture. La veille, ma femme a utilisé la voiture, elle n'a pas refait le plein d'essence. Bon, là, je colle un timbre émotionnel dans mon esprit. Je cherche d'urgence, avec le peu d'essence qui reste, un garage, puis il n'y a pas de garage ouvert. Je colle un second timbre, j'arrive au bureau, toute une pile de dossiers, des désagréments, je colle des timbres, j'arrive le soir chez moi, mon enfant dit une bêtise et je rouspète de manière un petit peu disproportionnée. Voilà, c'est à cause des timbres que j'ai collé progressivement. Le racket, c'est une émotion qui en cache une autre. Quand j'étais enfant, c'est un exemple, et que je voulais quelque chose que papa me refusait, au début, je me mettais en colère. Alors il me disait « Ce n'est pas la peine que tu te mettes en colère, je ne céderai pas ». Bien sûr, j'étais triste, je me mettais dans mon coin et ne disais rien. Mais voilà que papa cède, car il ne supporte pas de me voir malheureux. Du haut de mes 4 ans, je comprends que la colère ne sert à rien, mais avec la tristesse, ça marche. Aujourd'hui, 30 ans plus tard, je continue à me montrer déprimé pour obtenir ce qu'on me refuse ou risque de me refuser. Ça, c'est un racket. Voilà. On connaît tous ce genre de choses, hein. On ne s'en rend pas très bien compte, mais donc nombre de nos émotions sont des émotions qui nous procurent un bénéfice et que nous exerçons inconsciemment et parfois consciemment. Le 3e type de dysfonctionnement s'appelle l'élastique. Ce sont les émotions qui nous diffèrent. Un événement réactive une émotion antérieure. Exemple, je dois faire une démarche administrative et je n'arrive pas à me décider. L'intensité du ressenti dénote un élastique. Inconsciemment, c'est comme si je risquais de revivre un échec à un examen, l'humiliation d'un refus passé. C'est un élastique. Je vais terminer cette introduction générale à l'analyse transactionnelle avec les scénarios, qui sont vraiment un aspect déterminant du travail d'analyse transactionnelle, mais qu'on retrouve dans beaucoup d'autres techniques psychologiques, méthodes psychologiques. Notre vie, et ça c'est rappel des principes de base évoqués tout à l'heure au début de l'exposé, notre vie ici et maintenant repose sur les décisions anciennes. Durant la période de l'enfance, nous recevons une foule de messages parentaux desquels nous avons décidé ce que nous voulons faire de nos vies, selon un scénario, un plan, une histoire. Donc tout cela avant la 6e année. Parmi les messages, il y a les messages non-verbaux ou injonctions du genre « n'existe pas ». Un enfant né avec le cordon ombilical autour du cou, c'est mon cas d'ailleurs, risque de mourir par étouffement, peut interpréter cet événement comme « la vie est dangereuse » ou « je n'ai pas le droit d'exister ». Voilà, donc depuis ces messages-là, qui s'appellent des injonctions, nous allons intérioriser le message « ne sois pas toi-même, ne sois pas un enfant », etc. C'est ici que ça se passe. Mais il y a aussi les messages verbaux contre-injonction, qui se passent ici des parents à notre propre parent.
Voilà, et alors il y en a 5 qui sont très connus, des messages qui viennent des parents et qui vont conditionner notre vie. Fais effort, fais plaisir, sois parfait, sois fort, dépêche-toi. Ça, c'est une des élèves de Eric Berne, Taibi Kaler, qui a mis ça en évidence. Et puis, en fait, il y a les programmes. Par l'observation, l'enfant apprend ce qu'il faut faire pour être un homme, une femme. On intériorise tous les codes sociaux, hein, voilà, les codes culturels. On entre dans un monde qui est entièrement déterminé et il faut bien qu'on se soumette. Un enfant adapté, soumis et positif va intérioriser ces codes sociaux. Voilà. Bon, j'en ai terminé. Seulement pour te dire que donc l'analyse transactionnelle nous redonne notre liberté d'être humain en nous encourageant à changer ce qui ne nous convient pas. Rien n'est jamais écrit définitivement. Et tout le travail que l'on peut faire de conscience pour changer les choses, finalement, ça n'est pas du temps perdu. Je cherche, je vais te montrer différents aspects de l'analyse transactionnelle en dessin. À bientôt. Frère Lumière, à bientôt. Ça va être mal.